Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Tenez, nous sommes déjà rendus au premier dimanche du mois de décembre. En général, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan des affaires, sur le plan familial, le mois de décembre, c'est le mois des bilans. C'est le mois au cours duquel on dresse un certain inventaire, où l'individu jette un regard rétrospectif sur les 11 mois qu'il vient de traverser et essayer de se projeter dans l'avenir tout en tentant de se dire, mais pourquoi dans tel secteur de ma vie ça a moins bien marché? Pourquoi dans tel autre secteur ça a bien marché? L'individu le fait et on le lui recommande. Les entreprises le font, les familles le font, les couples le font et les collectivités qui fonctionnent bien devraient pouvoir le faire. En sorte que au cours de ce mois de décembre, je vais vous proposer une série d'émissions qui va être, cette série-là, une série inventaire, une série bilan. Je vais vous lancer une question à $1 million, quoi. Comment comprenez-vous la problématique haïtienne? Vous savez, en préparation de cette émission, j'ai échangé avec un grand ami, c'est même un grand frère avec qui j'échange régulièrement sur la problématique haïtienne et il m'a sorti une phrase qui m'a étonné. D'abord, si cette phrase ne venait pas de lui, je dirais mais quelle prétention que de vouloir résumer la problématique haïtienne en une seule phrase. N'était le respect que j'éprouve pour ce frère, n'était surtout sa profonde connaissance de l'histoire et des gens de ce pays, mais je l'aurais envoyé promener. Mais précisément parce que cette phrase vient de lui, elle m'a plongé dans une profonde réflexion.
Il m'a dit, Jean, c'est pas compliqué. La problématique haïtienne se résume en une phrase. Écoutez cette phrase. Chez nous, donc en Haïti, nous avons choisi l'individu au détriment de la collectivité. Chez nous, poursuit-il, on s'inscrit dans un destin individuel plutôt que de s'inscrire dans un destin collectif. Cette phrase, je vous l'avoue, m'a plongé dans une profonde réflexion et je me suis mis à appliquer cette phrase dans les divers secteurs de la vie collective. Que ce soit dans la famille, l'individu prime sur les frères et les sœurs. Dans la politique, l'individu s'inscrit dans un destin personnel plutôt que dans un destin de service collectif. En affaires, on a une éthique individuelle aux dépens d'une éthique collective. Est-ce étonnant que l'étranger, s'apercevant justement de cette tare, s'apercevant justement de cette vulnérabilité, s'apercevant de ce défaut, est-ce étonnant, dis-je, que l'étranger exploite cela à fond, nous empêchant, contrairement à nos ancêtres, d'avoir un projet commun. Et c'est d'ailleurs même le titre de l'émission de ce matin. Cette émission qui s'inscrit dans une série d'émissions bilan, d'émissions inventaires. Et si la problématique haïtienne, conformément à cette intuition géniale de ce grand frère, se résumait effectivement en une seule phrase. Chez nous, l'individu est plus important que la collectivité. Chez nous, on s'inscrit dans un destin personnel plutôt que dans un destin collectif. Et vous allez voir, gardez cette phrase à l'esprit, vous allez mieux comprendre la problématique de l'insécurité haïtienne. Gardez cette phrase à l'esprit, vous allez mieux comprendre la problématique de la malgouvernance haïtienne. Gardez cette phrase à l'esprit, vous allez bien comprendre la problématique de la politique haïtienne, la problématique des affaires, la problématique religieuse. Quel que soit le secteur de la vie nationale, si tant est que nous soyons encore une nation, prenez cette phrase et vous découvrirez que, à la base de la problématique spécifique de ce secteur, se cache justement ce choix qu'on a fait de prioriser l'individu sur la collectivité. Et si l'on veut résoudre la problématique haïtienne, il faut renverser le jeu. Nous devons réapprendre à placer la collectivité au-delà de l'individu. Nous devons réapprendre à placer les intérêts communs au-delà des intérêts personnels. Nous devons réapprendre à nous inscrire, chacun pour soi, dans un destin collectif plutôt que dans un destin individuel. Car qu'est-ce que l'individu? Pris seul, l'individu n'est rien. Mais quand l'individu se voit comme faisant partie d'un ensemble, quand l'individu se voit comme faisant partie d'une collectivité, alors il place les intérêts de la collectivité au-delà de ses intérêts personnels. Nous devons faire cette introspection-là. Si nous refusons de regarder cette problématique-là en face, nous allons continuer à faire du surplace, nous allons continuer à reproduire les mêmes défauts, les mêmes tares, sans être en mesure de les résoudre, parce que nous aurons refusé de poser ce diagnostic cru. Chez nous, on nous a appris à prioriser l'individu sur la collectivité. C'est ce que nous devons changer.
C'est la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Je vous veux éveiller. Nous allons nous dire les vraies affaires. Nous allons nous parler en famille. Nous allons nous parler entre nous. Nous avons besoin de faire cette cure. Nous avons besoin de faire cette thérapeutique collective. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Rappelons-nous cette phrase que je vous ai lancée avant cette pause. Et vous allez voir, je vais la prendre, cette phrase, je vais l'appliquer à la problématique de l'insécurité, à la problématique de la malgouvernance, à la problématique politique, à la problématique des affaires, à la problématique de l'éducation, à la problématique religieuse. Vous allez voir, cette phrase explique tout. Chez nous, nous avons choisi de nous inscrire dans un destin individuel plutôt que dans un destin collectif. Commençons par ce qui semble être le problème, le plus gros problème d'Haïti en ce moment, le problème de l'insécurité. Vous savez, c'est mon métier de casser un problème en plusieurs petits morceaux de manière à mieux comprendre le dit problème. Mais au fait, nous parlons d'insécurité. Qu'est-ce que c'est? L'insécurité à laquelle la population haïtienne est confrontée maintenant, elle a commencé comment? Lorsque des individus, retenez bien le mot individu, ont choisi, pour se garder au pouvoir, d'armer des jeunes
de manière à intimider les opposants, de manière à intimider les concurrents, les chasser, leur faire peur, de telle sorte que eux, ces individus-là, puissent rester au pouvoir. C'est comme ça que ça a commencé. Et puisque vous me connaissez, moi, je n'ai pas de chapelle politique. Face à Haïti, je n'ai pas d'amis. Eh bien, ça a commencé, les amis, vraiment, ce type d'insécurité-là, remontons le fil de l'histoire. Ça a commencé comment? Sous le régime Lavalas, vers la fin du régime Lavalas, lorsque il y a eu quelques grandes irrégularités lors de la deuxième élection du président Jean-Bertrand Aristide, et que ceux qui se sont estimés floués par cette fraude électorale ont commencé à manifester leur désaccord, et le régime, pour se maintenir au pouvoir, a choisi d'armer des enfants, des jeunes dans les quartiers populaires. C'est comme ça que ça a commencé. Vous notez que là, donc à la genèse même de la problématique de la sécurité haïtienne, des gens au pouvoir ont choisi, pour se maintenir au pouvoir, d'armer des jeunes de manière à intimider les opposants. Ce faisant, ils ont priorisé leurs intérêts personnels. Intérêts qui consistent à se maintenir au pouvoir au détriment des intérêts de l'État haïtien. Nous devons, chers amis, avoir le courage de nous regarder en face et de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas appris à l'école. À l'école, on nous a appris que si on est amis, il y a des vérités qu'on ne dit pas. N'est-ce pas ce qu'on nous apprend? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Oh, justement, il est des moments dans la vie d'une nation où les enfants de cette nation doivent pouvoir se regarder en face et se dire toute la vérité, non pas pour se condamner, mais dans le but de tirer des leçons, de telle sorte que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Vous vous souvenez de cela? De tous ces jeunes dans des quartiers populaires qui avaient de grosses armes, des armes lourdes, qu'on a placées dans leurs jeunes mains, qu'on a placées dans leurs mains frêles. Pour quelle raison? Parce qu'on voulait protéger un certain pouvoir. On a donc priorisé les intérêts individuels aux dépens des intérêts collectifs. Car regardez, quand vous armez un jeune adolescent, un adolescent qui aurait dû normalement être à l'école, quand vous armez un jeune adulte qui aurait dû normalement se retrouver à l'université ou se retrouver déjà sur le marché du travail, vous êtes en train d'ouvrir une porte de Pandore qui, par définition, ne se refermera que difficilement. Or, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Par le passé, on a vu des gouvernements continuer à cultiver cette habitude qui consiste à armer désormais non plus de jeunes enfants, mais désormais de jeunes adultes, de manière à intimider des concurrents, de manière à intimider des adversaires. C'est ce qu'on a vu, entre autres, sous le régime de Michel Martelly. C'est ce qu'on a surtout vu, disons le mot de la vérité, sous le régime de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse réalisant qu'il n'avait pas d'ancrage populaire, parce que Jovenel Moïse n'est pas un politicien de carrière. Jovenel Moïse, n'est-ce pas, est arrivé, pour ainsi dire, comme un cheveu sur la soupe, là, n'est-ce pas? Michel Martelly, faisant de lui son poulain, l'a présenté à la population haïtienne. Et puisque en Haïti, n'est-ce pas, plus que dans tout autre pays, la politique est une affaire d'argent, Michel Martelly et les oligarques ont mis le paquet pour faire de Jovenel Moïse, n'est-ce pas,
le président d'Haïti et lui-même, face aux crises successives auxquelles il était confronté pour se maintenir au pouvoir, un pouvoir fragile, un pouvoir frêle, eh bien, il a choisi donc d'armer lui aussi des bandits dans les quartiers populaires. Il a choisi lui aussi, n'est-ce pas, de faire travailler pour lui des policiers qui sont désormais affectés au service de défendre le pouvoir du président Jovenel Moïse au détriment de la nation. Vous savez, j'ai déjà cité ce vieil adage ici. On peut distinguer un politicien d'un homme d'État en ce que le politicien a un seul souci, celui de se maintenir au pouvoir. Le politicien a un seul souci, celui de se perpétuer au pouvoir. Tandis que l'homme d'État, il a un souci, l'avancement de l'État, l'avancement de la nation. Or, justement, ce qu'on a vu au cours de ces dernières années, c'est des gens nombrilistes. Ce qu'on a vu, n'est-ce pas, dans l'histoire de la politique haïtienne, c'est des gens qui sont surtout imbus, qui sont surtout pétris du désir de se maintenir au pouvoir et qui sont prêts à tout et qui, de fait, ont tout fait pour se maintenir au pouvoir aux dépens des intérêts de la nation. Quand on parle d'insécurité, c'est d'abord des gens qui sont au pouvoir, qui pour se maintenir au pouvoir arment des bandits. Car ceux qu'on appelle des bandits, qui le sont devenus, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des saints, mais ils n'ont jamais voyagé pour aller acheter des armes. Ceux qu'on appelle bandits et qui sont devenus bandits, ils ne sont jamais allés en République dominicaine pour importer des armes lourdes. Ceux qu'on appelle bandits et qui sont devenus bandits n'ont pas, si vous voulez, l'autorité officielle pour commander des Galiles en Israël. Alors si aujourd'hui ils détiennent des Galiles, si aujourd'hui ils détiennent des armes de guerre, c'est que quelqu'un qui est en autorité, quelqu'un qui a l'autorité pour le faire, quelqu'un qui a, n'est-ce pas, si vous voulez, la forme du pouvoir pour le faire, a commandé des armes à l'étranger et a placé ces armes-là aux mains de ces jeunes qui sont devenus des bandits. Avez-vous pris le temps de faire l'analyse du profil des barbecues, des Chrysler, des Lamont sans jour, des machins? Ce ne sont pas des gens qui ont 50 ans. Ce sont des gens dont l'âge varie entre 20 et début quarantaine. Donc, c'est des gens qui ont appris au cours des 30 dernières années que pour faire de la politique dans ce pays, il faut placer ses intérêts personnels au-delà des intérêts collectifs. Et donc, cette affaire d'insécurité a commencé par être une affaire politique. Pour se maintenir au pouvoir, on va faire entrer des armes au pays parce qu'on en a l'autorité, parce qu'on en a le pouvoir, et on va placer ces armes-là aux mains des jeunes qui vont désormais effrayer, qui vont désormais terroriser, car c'est du terrorisme d'État, les concurrents. Et en ceci, je sais que vous serez provoqués. Où est la différence entre le régime des Duvalier qui armait des tontons macoutes? Où est la différence entre le régime des Duvalier qui armait des SD, services détachés? Où est la différence entre le régime des Duvalier qui utilisait une armée oppressive contre sa propre population et les divers gouvernements post-duvalieristes qui ont précisément utilisé les mêmes tactiques? Quelles sont ces tactiques? Armer des gens pour terroriser des adversaires, armer des gens pour terroriser une population. Donc, ce qu'on appelle la question ou bien la problématique de l'insécurité, c'est d'abord une problématique politique, parce que des politiciens ont choisi leurs intérêts personnels aux dépens des intérêts collectifs. Pétris de leurs intérêts personnels pour se maintenir au pouvoir, ils ont fait entrer des armes
en Haïti, lesquelles armes ils ont placées dans les mains des jeunes. Et avec le temps, ces jeunes-là ont découvert qu'ils peuvent faire du fric avec ces armes-là. Lorsque cette affaire d'insécurité a commencé en Haïti, ce n'était pas une question d'argent. Lorsque cette affaire d'insécurité a commencé en Haïti, c'était d'abord une affaire politique, une affaire de perpétuation du pouvoir, une affaire d'intimidation des adversaires. Et alors, il y a des individus qui sont devenus maîtres dans l'art de nager, dans l'art de naviguer en eau trouble. Ils ont compris que, avec les armes, ils peuvent faire du fric. Et j'ai suivi cette question de kidnapping contre rançon au fil des 35 dernières années et j'ai découvert que, au début, on ne kidnappait pas pour une rançon. On kidnappait pour des raisons politiques. On kidnappait pour négocier le départ d'un chef. On kidnappait, n'est-ce pas, pour négocier une nomination. Mais avec le temps, on a découvert que, tenez, le kidnapping peut devenir, n'est-ce pas, un outil très rentable. Et vous notez qu'au tout début de cette affaire, on ne kidnappait pas monsieur et madame tout le monde. On ciblait certaines personnes dont on pensait qu'elles avaient de l'argent et lorsqu'on les kidnappait, ces personnes-là, eh bien, on ne réclamait pas ces rançons faramineuses. On ne réclamait pas ces rançons, si vous voulez, gargantuesques. Et puisque les gens aiment imiter ce qui est rentable, on a découvert que, si tel individu a pu se faire un 50 000 parce qu'il avait une arme, eh bien moi je peux me faire un 100 000, je peux me faire un 150 000, et on est passé de rançons de 10 000, 20 000, 30 000 à des rançons qui dépassent aujourd'hui $1 million américains. Donc vous notez qu'à la base, c'était un choix politique que certains individus avaient fait pour se maintenir au pouvoir et le choix politique est devenu un choix d'affaires. Parlant de choix d'affaires, là encore, les gens d'affaires dans notre pays choisissent leurs intérêts individuels aux dépens des intérêts collectifs. Promenez-vous dans des quartiers huppés d'Haïti, dans des quartiers huppés de Port-au-Prince, exemple. Vous allez voir, ici, vous avez une villa qui n'a rien à envier à une villa se trouvant dans les pays les plus avancés du monde. Mais littéralement, à 5 pas de ce manoir, à 5 pas de cette maison luxueuse, vous avez une route en terre battue. À 5 pas de cette maison luxueuse, vous avez littéralement, n'est-ce pas, un carton-ville, des gens qui vivent dans la mendicité. Celui qui habite dans cette maison luxueuse se contente, n'est-ce pas, d'acheter des VUS extrêmement solides pour pouvoir rouler sur, n'est-ce pas, cette route en terre battue. Et parfois, ils sont 10, 15, 20, 30 à habiter dans ces maisons luxueuses sans jamais se poser la question un jour. Les gens qui sont dans cette misère infrahumaine vont prendre conscience du fait qu'eux aussi devraient pouvoir manger à leur faim et ils vont virer dans une violence qu'on ne pourra pas gérer. Et donc, les gens, pour faire de l'argent, justement, vont commencer à utiliser les armes, non plus maintenant dans un destin politique, mais ils vont l'utiliser, cette arme-là, dans un dessein d'affaires. Il s'agissait, exemple, d'importer des armes de la République dominicaine. Il suffisait, exemple, d'acheter une arme, n'est-ce pas, entre les mains d'un trafiquant qui fait affaire sur la frontière n'est-ce pas, haïtiano-dominicaine, et avec une mitraillette, avec un Uzi, avec, si vous voulez, un Galil, on a de quoi se faire 1 million. On a de quoi se faire plusieurs centaines de milliers de dollars. Les gens d'affaires ont commencé à utiliser la violence, non seulement pour intimider les concurrents, mais pour devenir plus riches. Il faut aussi pointer du doigt les gens d'affaires.
Et donc, la même phrase de ce grand frère, dans ce pays, on a choisi de s'inscrire dans un destin individuel au détriment d'un destin collectif. Si cet homme d'affaires-là pensait une seconde aux intérêts collectifs, ben il se dirait, si j'utilise mon arme pour faire peur à mon concurrent, si j'utilise mon arme pour faire peur à un adversaire, eh bien l'adversaire, lui aussi un jour, va utiliser la violence pour me faire peur et on va être pris dans un cycle infernal de violence qu'on ne pourra plus gérer. C'est exactement ce qui se passe là aujourd'hui. Je vous ai déjà rappelé que dans cette affaire de terminaux de carburant là, qui a duré plus de 3 mois, où le terminal de Vareux était inaccessible, le terminal, n'est-ce pas, d'un autre endroit était inaccessible. Je vous avais montré, c'est des terminaux qui appartiennent à 3 familles qui se livraient, n'est-ce pas, une concurrence bestiale, une concurrence imbécile, et chacune de ces familles armait des gangs pour empêcher l'autre de faire plus d'argent qu'elle. Et puisqu'on n'est jamais suffisamment en sécurité quand on sème l'insécurité chez l'autre, mu par cette peur que l'autre ne soit plus armé que moi, eh bien, je vais commander d'armes plus létales que lui, je vais commander d'armes plus lourdes que lui, et je vais essayer d'armer des gangs de plus en plus nombreux que lui pour m'imposer dans ma logique d'affaires égoïste. Donc vous notez que si ces gens d'affaires avaient placé la priorité sur la collectivité avant la priorité de leurs intérêts personnels, les amis, ils ne se seraient pas lancés dans cette aventure, n'est-ce pas, de violence. Ils ne se seraient pas lancés dans cette aventure qui consiste à faire entrer des armes au pays pour armer des gangs de manière à intimider les concurrents d'affaires. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes, entre les mains desquels ces gens d'affaires ont placé des armes, travaillent aussi pour eux-mêmes. Lorsqu'ils finissent de répondre, n'est-ce pas, à la mission que certains gens d'affaires leur confient, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler pour eux-mêmes en kidnappant. Et tout ce qu'on sait, c'est que lorsque ces jeunes-là, qui sont lourdement armés, kidnappent quelqu'un, et lui réclame une rançon de 700 000, et lui réclame une rançon de 800 000, ce qu'on sait, c'est que les 800 000 ne restent pas aux mains de ce jeune qui habite dans un cartonville, qui habite dans un bidonville, qui n'a pas accès à un compte bancaire. Eh bien, selon leur propre témoignage, ces jeunes disent, écoutez, la part léonine va justement aux hommes d'affaires pour qui je travaille, on ne me laisse que des miettes. Et puisque, n'est-ce pas, l'appétit vient en mangeant, lorsqu'il réalise qu'en kidnappant quelqu'un pour une rançon de 100 000, on ne lui donne, n'est-ce pas, que 10 000, eh bien, il va faire plus de kidnapping, désormais, pas nécessairement pour l'homme d'affaires qu'il a embauché, mais pour lui-même. Si ces gens d'affaires avaient placé les intérêts de la collectivité au-delà de leurs intérêts personnels, plutôt que d'acheter des armes pour les placer aux mains des jeunes de manière à intimider leurs concurrents, mais ils auraient construit des écoles professionnelles. Ils auraient construit, n'est-ce pas, des écoles de métiers. Ils auraient créé avec cet argent-là, n'est-ce pas, plus d'emplois encore, de manière à redistribuer de la richesse, car les gens d'affaires en Haïti ne créent pas de la richesse. Ils ne créent pas de la valeur. Ils se contentent, n'est-ce pas, d'importer des choses et les revendre à fort prix. Question de s'enrichir le plus vite que possible. Question de s'enrichir le plus sauvagement possible. Et chaque homme d'affaires fait la même chose. Et pour s'assurer que l'autre ne fait pas plus d'argent que lui, il arme des bandits, choisissant ainsi ses intérêts personnels au détriment des intérêts de la collectivité. Dans tous les pays qui marchent, vous allez voir, les gens d'affaires qui réussissent, n'est-ce pas, développent une certaine conscience citoyenne.
ils développent une certaine conscience communautaire, car ils se disent d'instinct, si je m'enrichis trop vite, et si l'écart de richesse est trop grand entre mes voisins et moi, un beau jour, je n'aurai pas suffisamment d'armes pour contenir mes voisins. Ils vont marcher contre moi. Et ce que j'aurai accumulé pendant plusieurs années, je vais le perdre en quelques instants. Et on dirait que ces gens d'affaires-là, ils savent cela aussi. Voilà pourquoi ils n'investissent pas véritablement en Haïti. Ils vont investir dans le pays voisin, en République dominicaine. Ils vont placer leur argent, n'est-ce pas, aux États-Unis. Car s'ils comprenaient, n'est-ce pas, que les intérêts collectifs étaient beaucoup plus importants que les intérêts individuels, mais ils se mettraient à construire des hôpitaux, ils se mettraient à construire, n'est-ce pas, des centres de santé. Ils font le calcul très individualiste que voici. Si jamais je suis malade, je ferai venir un avion ambulance, j'aurai le temps de me rendre en République dominicaine, j'aurai le temps de me rendre, n'est-ce pas, à Miami. Au diable la collectivité, je n'ai pas besoin de construire d'école, je n'ai pas besoin de construire de centres de santé. Mes intérêts individuels priment les intérêts collectifs. On l'a vu, d'un point de vue politique, la problématique haïtienne s'explique par la phrase de mon ami. On le voit du point de vue des affaires, la problématique, n'est-ce pas, de la concentration des richesses entre les mains d'une dizaine de familles en Haïti s'explique par le fait que ces familles-là choisissent leurs intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs. J'ai déjà dit, la banque haïtienne a une histoire plus que centenaire. Et pourtant, toutes les études prouvent que cette banque haïtienne plus que centenaire continue de prêter son argent toujours au même pourcentage de sa clientèle, 5 à 6%, jamais plus que cela. La banque, n'est-ce pas, multiplie ses succursales. Aujourd'hui, à peu près dans toutes les zones d'Haïti, il y a des succursales. La banque haïtienne accuse, n'est-ce pas, l'un des taux de rentabilité les plus élevés dans toute la région de la Caraïbe pour un pays qu'on dit le plus pauvre de la Caraïbe. Trouvez l'erreur. Une banque, n'est-ce pas, qui devrait être une plateforme de développement, qui devrait être une plateforme de distribution de la richesse, s'en trouve à être une plateforme de captation des ressources du pays. Vous envoyez $50 en américain en Haïti, en passant par l'un de ces bureaux de change appartenant à l'une des banques. Ce bureau de change décide du taux de change auquel il prend tes $20 ou tes $50. Et malgré le fait qu'il t'a promis de donner les $100 en américain à ton cousin, lorsque ton cousin se présente au bureau de change de cette banque, on lui donne en gourde ce que tu as envoyé en dollars américains et devinez qui décide souverainement à quel taux on va convertir le dollar américain en gourde? La même banque. En sorte que entre 65 à 70% des profits de la banque en Haïti se font, ces profits-là, grâce aux devises, n'est-ce pas, grâce au change des devises, en sorte que les banques ne sont pas des plateformes de redistribution, de création de la richesse, ce sont des plateformes de captation de la richesse. C'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il y a une colère de la population, on vise les banques. Parce que on découvre que les gens d'affaires dans ce pays ont choisi une logique individuelle au détriment d'une logique collective. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email
lilucien @royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Rappelons-nous la même phrase. Chez nous, nous choisissons de nous inscrire dans un destin individuel plutôt que dans un destin collectif. Et cette phrase, on va désormais l'appliquer à l'impunité. Voyez-vous, tout le problème de la corruption dont on va parler tout à l'heure, tout le problème de l'insécurité aurait disparu, n'était la garantie de l'impunité. Celui, exemple, qui décide de kidnapper pour faire de l'argent au vu et au su de tout le monde. Celui qui abat un voisin au su et au vu de tout le monde. L'homme d'affaires qui arme un jeune pour l'envoyer abattre un concurrent. Mais il ne l'aurait pas fait s'il n'était sûr que son geste ne serait suivi d'aucune action. C'est précisément ce qu'on appelle l'impunité. Or, qu'est-ce qui nourrit l'impunité? Des avantages personnels. Le policier va recevoir de l'argent pour fermer les yeux sur un crime, pour fermer les yeux sur un acte de banditisme. Donc, il choisit ses intérêts individuels au détriment du service collectif pour lequel il est formé. Le juge qui reçoit de l'argent de la part d'un justiciable, n'est-ce pas, pour le libérer justement. Mais c'est parce qu'il choisit son enrichissement personnel aux dépens des intérêts collectifs. Vous savez, en Haïti, il y a des gens qui pourrissent en prison parce qu'ils ont volé une poule. C'est vrai que quand on était jeune, on a appris que celui qui vole un œuf volera un bœuf et que et le voleur du bœuf et le voleur de l'œuf sont deux voleurs, mais on s'entend que du point de vue de la justice naturelle, on ne peut comprendre que celui qui vole un œuf pourrisse en prison, tandis que celui qui a volé un bœuf continue de voler des bœufs parce qu'il arrose le juge, mais le juge qui fait ça. Le politicien qui ferme les yeux, exemple, sur tel fonctionnaire qui détourne des fonds publics. Pourquoi le fait-il? Il le fait pour que les autres puissent fermer les yeux sur ses propres détournements de fonds. Regardez, cette sale affaire du Petro-Caribé. Le Venezuela qui nous a prêté l'équivalent de 4 à 5 milliards de dollars américains. D'autres pays de la région ont bénéficié de la même manne et ils ont utilisé cet argent pour, n'est-ce pas, construire des infrastructures, pour envoyer des gens à l'école, pour, n'est-ce pas, développer leur pays. Chez nous, on a détourné ces fonds et personne n'est allé en prison. Personne n'a été jugé, personne n'a été condamné. Pourquoi? À cause de l'impunité. Mais qu'est-ce qui nourrit l'impunité? On a choisi les intérêts individuels aux dépens des intérêts collectifs. Les amis, tout le monde est en mesure de faire son calcul. Quelqu'un entre en politique, il menait difficilement sa vie, ça fait à peine 2 ans qu'il est député et déjà il construit des immeubles un peu partout dans sa localité. Quelqu'un est président de la Chambre basse, mais déjà il habite dans une villa de 6 millions de dollars. Quelqu'un est à peine sénateur que déjà il achète, n'est-ce pas, des villas à plusieurs millions de dollars pour sa femme au Canada. Mais voyons donc, soyons sérieux les amis. La personne qui fait ça, c'est parce qu'elle est assurée de l'impunité. Or, en général, un juge ferme les yeux sur les crimes de l'autre, un policier ferme les yeux sur le crime de l'autre parce qu'il reçoit quelque chose pour lui-même. Donc là encore, les intérêts individuels passent avant les intérêts collectifs. Imaginez,
Regardez la misère crasseuse dans laquelle patauge la population. Regardez dans quel état, n'est-ce pas, vit notre jeunesse. Nous avons encore un taux de 55%, sinon plus, d'analphabètes. Quelle n'était cette intuition géniale qui consistait à prélever une taxe sur les Haïtiens de la diaspora, soi-disant pour construire des écoles, soi-disant pour payer des professeurs. Depuis 2010 que le régime de PHTK prélève ses taxes sur l'argent de la diaspora, seulement à 2 reprises ont-ils donné un rapport sommaire de la somme qui est prélevée mois après mois, mais personne jusqu'à présent ne dit à quelle fin cet argent est utilisé. Les mauvaises langues nous disent que cet argent est déposé dans un compte offshore de Michel Martelly. Est-ce normal? Est-ce normal de voir nos frères et nos sœurs subir tant d'humiliations en République dominicaine? Mais pourquoi vont-ils en République dominicaine? La raison est simple. Pour les mêmes raisons pour lesquelles je me retrouve au Canada aujourd'hui. Chacun cherche, n'est-ce pas, un mieux-être. Eh bien, l'Haïtien qui s'en va en République dominicaine, mais c'est parce que il réalise qu'il ne peut pas se retrouver au Canada, il ne peut pas se retrouver à Miami. Et puisqu'Haïti ne lui offre rien, par la faute des dirigeants, par la faute de nos élites, par la faute de nos gens d'affaires, eh bien, il traverse la frontière en sachant très bien qu'il risque de se faire arracher par des Dominicains, en sachant très bien qu'il sera traité pire que des animaux, mais il se dit, en tout cas, chez moi aussi, on ne me traite pas mieux, je préfère subir la maltraitance chez le voisin plutôt que de rester ici à périr. Mais tout ceci arrive, les amis, parce que nous avons priorisé nos intérêts collectifs aux dépens des intérêts, nos intérêts individuels, dis-je, aux dépens des intérêts collectifs. Imaginez des gens d'affaires qui ne construisent pas d'hôpitaux, des gens d'affaires qui ne construisent pas d'écoles, des gens d'affaires qui ne créent pas de la valeur en affaires et qui traversent la frontière pour aller investir en République dominicaine. Mais pourquoi peuvent-ils investir en République dominicaine? Mais parce que les dirigeants dominicains, parce que les gens d'affaires dominicains, à un moment donné, ils ont fait un pacte des braves. Ils ont dit, écoutez, ça suffit. Nous avons laissé couler trop de sang, ça suffit. Nous nous sommes battus trop longtemps. Faisons un pacte des braves. Travaillons désormais pour notre pays, pour la collectivité. Mais pourquoi nos gens d'affaires, pourquoi nos dirigeants ne font-ils pas le même calcul? Non. Vous allez voir, tandis que nous allons entrer dans cette saison de Noël, ces gens d'affaires vont faire venir des groupes musicaux haïtiens pour performer en République dominicaine parce qu'ils se disent, écoutez, le public haïtien est confronté par leur faute à des problèmes de sécurité en Haïti, mais nous allons ouvrir des clubs de danse en République dominicaine et nous allons faire venir des groupes musicaux et les gens vont nous suivre en République dominicaine pour danser. S'ils plaçaient les intérêts collectifs au-delà des intérêts individuels, ils auraient signé ce même pacte des braves entre eux pour Haïti et désormais, ils construiraient des infrastructures en Haïti et feraient en sorte que la population haïtienne puisse danser chez elle sans qu'elle ne se sente obligée de traverser la frontière avec toutes les humiliations qui s'en suivent. Donc là encore, la phrase de mon ami explique le problème de la corruption. Quand quelqu'un vole ce qui appartient à tous, quand un seul Michel Martelly, quand un seul Laurent Lamotte, quand un seul Ronnie Célestin, et citez-en, quand un seul Gracia Delva, quand un seul citez Gary Baudot, se construisent des villas. Regardez le fils de Michel Martelly, un jeune homme qui n'a jamais travaillé dans toute sa putain de vie, se construit un gym
en plein cœur de Pétionville, quelque chose qui avoisine 1,5 million de dollars américains, me dit-on. Mais où est-ce qu'il trouve l'argent? Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. L'argent de Petro-Caribé, c'est pas compliqué. Les fonds détournés par son père pendant sa présidence. Quand une banque, l'Unibank, choisit de prêter à Michel Martelly, selon les dires même de Michel Martelly, 9 millions de dollars pour se construire une villa, j'aimerais bien savoir quelles sont les évaluations de risque que l'Unibank avait faites avant de consentir ce prêt à Michel Martelly. L'homme était en faillite juste avant de devenir président d'Haïti. Il perdait les uns après les autres les immeubles qu'il détenait en Floride. Il en avait au moins 3. Il les perdait tous, on les saisissait. Il devient président d'Haïti et à sa 2e ou sa 3e année de présidence, l'Unibank lui consent un prêt de 9 millions. Les amis, si on avait placé les intérêts de l'État au-delà de la petite personne de Michel Martelly, au nom de la licéité des biens, on aurait dit, mais l'homme était en faillite. Il y a à peine 2 ans, il est devenu président, et tandis qu'il est président, désormais, il peut se construire une villa de 9 millions. Où trouve-t-il l'argent? Donc, vous voyez, on a une introspection collective à faire. La corruption se nourrit de la complicité des uns et des autres. La corruption se nourrit du refus des uns et des autres de dénoncer ce qui est mal. Quand quelqu'un vole chez nous, on le dit intelligent. Plutôt que de le condamner collectivement, on le considère intelligent. Donc, il continue à placer ses intérêts personnels au-delà de ses intérêts individuels. Tout ceci arrive, savez-vous pourquoi? Parce que l'élite haïtienne ne fait pas son boulot. L'élite haïtienne, elle aussi. Quand je dis l'élite haïtienne, d'abord l'élite intellectuelle. Des gens qui produisent des pensées, des gens qui enseignent à l'école, des gens qui écrivent des livres. Tout ceci arrive, savez-vous pourquoi? Parce que l'élite a choisi de s'inscrire, elle aussi, dans une démarche de réussite individuelle plutôt que dans une démarche de réussite collective. Chaque intellectuel va être intéressé à écrire son livre, à recevoir des prix littéraires, à, n'est-ce pas, avoir de la renommée. Mais pour éviter de nuire à sa carrière individuelle, jamais ne condamnera-t-il un politicien qui verse dans la corruption. J'ai pris un exemple mercredi dernier, le silence de nos élites, de ceux qui sont élevés en dignité. Vous voyez, tout ce que nos frères subissent en République dominicaine, ils le subissent parce que l'État haïtien, c'est un État corsaire, c'est un État démissionnaire, c'est un État apatride, c'est un État transnational. Mais tout ceci arrive aussi parce que nos élites, ceux qui jouissent d'une réputation internationale, se taisent. J'ai pris l'exemple. Imaginez si un Wyclef Jean, exemple, demandait aux Américains de boycotter le tourisme dominicain parce que l'État dominicain est raciste. Faites-moi confiance, cela aurait un impact. Imaginez si, exemple, Catherine Jean-Pierre, qui est porte-parole de la Maison-Blanche, demandait aux Américains de boycotter le tourisme dominicain parce que l'État dominicain est raciste. Faites-moi confiance, cela aurait un impact. Imaginez si ici au Québec, comme je le fais là maintenant, un Dany Laferrière, pour ne citer que lui, entre autres, se rendait à la télévision québécoise pour dire parce que l'État dominicain est raciste vis-à-vis, n'est-ce pas, de la population haïtienne, je demande à mes compatriotes québécois de boycotter le tourisme dominicain. Faites-moi confiance, les Québécois écouteraient Dany. Mais pourquoi ne le font-ils pas, selon vous? Pourquoi ne le font-ils pas? Catherine Jean-Pierre, aux États-Unis, est intéressée à sa petite carrière.
Donc, elle a sûrement peur des contre-coups des puissants hommes d'affaires dominicains qui risquent, n'est-ce pas, de lui faire perdre sa job. Pourquoi Dany Laferrière ne le fait-il pas? Mais il a sûrement peur que les Dominicains ne nuisent à sa carrière d'écrivain. Pourquoi une Michaël Jean, mettons, ne condamne-t-elle pas le racisme de l'État dominicain, elle qui est une ressortissante haïtienne? Parce que chacun pense à sa petite carrière. On ne pense pas aux intérêts collectifs. Entre-temps, vous avez une population. Dans sa majorité, on parle de 12 millions de personnes, les amis, qui croupissent dans une misère crasseuse. Pas parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde en Haïti, parce que par notre silence, nous laissons un petit groupe s'accaparer de ce qui appartient à tout le monde. Et puis nous faisons silence, de peur de ne nuire à notre carrière. J'écoutais un frère qui disait, dans tout pays développé, une élite, c'est une locomotive. La locomotive, c'est ce qui tire le train. Si moi je refuse de condamner ce qui va mal, si moi je refuse d'interpeller d'autres producteurs de pensée comme moi pour leur dire, écoutez, d'autres producteurs de pensée comme moi pour leur dire, écoutez, il est temps que nous placions les intérêts de la nation au-delà de nos intérêts individuels pour condamner ce qui est condamnable, quitte à nous aliéner certaines personnes, eh bien, cette nation continuera à aller de mal en pis. Il est temps que je ne pense pas qu'à ma petite carrière. Il est temps que je ne pense pas qu'à mon petit avenir individuel, mais que je place l'avenir de mon pays au-delà de mon petit avenir en tant qu'individu. J'aime prendre l'exemple que quand Israël est confronté à un danger, les Juifs de partout font entendre leur voix. Mais quand Haïti est en danger, chacun se dédouane en disant « Gardez ça, nèg yo fait pays. » Mais c'est notre pays là-bas, mon Dieu. C'est notre pays. On ne peut pas regarder l'humiliation des nôtres en République dominicaine sans rien dire. Oui, je sais que c'est d'abord un problème politique. Si on avait les dirigeants qu'il faut, on n'aurait pas ce type de problématique-là. On aurait justement un Premier ministre qui nous défendrait, on aurait des diplomates qui nous défendraient, on aurait des diplomates justement qui iraient dans des instances internationales pour condamner ce qui se passe là. Savez-vous que Ariel Henry a personnellement téléphoné à Abinader pour s'excuser auprès de lui du fait qu'à Ouanamet, la population a fermé les frontières. Imaginez. Imaginez, les amis. La population de Ouanamet a fermé la frontière pour se faire respecter en signe de représailles face aux humiliations que subissent nos frères en République dominicaine. Le Premier ministre du Canada, le Premier ministre des États-Unis placé en Haïti, car c'est le Premier ministre de la France, les amis. Ariel n'est pas le Premier ministre d'Haïti, c'est le Premier ministre du Canada, c'est le Premier ministre des États-Unis, c'est le Premier ministre de la France, placé à Port-au-Prince pour se foutre de la gueule des Haïtiens. Eh bien, ce Premier ministre-là, Ariel Henry, il a téléphoné à Abinader pour s'excuser des pertes subies par les gens d'affaires dominicains à la suite de la fermeture impromptue de la frontière à Ouanamet. Est-ce que vous voyez quel genre de dirigeant on a? Eh bien, en attendant d'avoir un dirigeant nationaliste, en attendant d'avoir un dirigeant patriote, mais c'est à moi, c'est à vous, Dany Laferrière, c'est à vous, Michaël Jean, c'est à vous, Wyclef Jean, c'est à vous, Samuel Pierre, c'est à vous, Catherine Jean-Pierre, de demander qu'on boycotte la République dominicaine dans son tourisme parce que c'est un État raciste. Allez-vous le faire? Ou allons-nous continuer à placer nos intérêts individuels au-delà des intérêts collectifs? Vous avez encore des Haïtiens qui,
pour passer des vacances vont se rendre en République dominicaine. De toute manière, ils n'ont aucun sens identitaire. Eux, ils seront dans des hôtels 5 étoiles, servis par des Haïtiennes et des Haïtiens qui sont humiliés par les Dominicains, mais ce n'est pas leur problème. Eux, de toute manière, ils ont une carte de crédit. Ils vont pouvoir se payer, n'est-ce pas, un hôtel 5 étoiles. Ils vont pouvoir se payer une chambre luxueuse dans un resort, mais ils s'en foutent que d'autres Haïtiens soient maltraités. Savez-vous pourquoi nous sommes comme ça? Parce que nous n'avons pas cultivé le sens communautaire. Nous n'avons pas cultivé le sens de la communauté. Nous n'avons pas appris, et c'est le temps de changer, à placer nos intérêts individuels sur, n'est-ce pas, à placer nos intérêts collectifs, au-delà des intérêts individuels. Imaginez si chacun a sa sphère d'influence, tel que je le fais là, tel qu'un Dany Laferrière devrait le faire, j'insiste au Québec, tel qu'un Wyclef Jean devrait le faire, tel que, imaginez des ressortissants haïtiens qui vont interpeller des collègues canadiens, américains, français pour dire, écoutez, la République dominicaine est en train de se dresser comme un État fasciste pour humilier les Haïtiens. Il faut boycotter le tourisme dominicain. Faites-moi confiance, les choses bougeraient. Tout ceci est possible, savez-vous pourquoi? Parce que l'école ne nous a pas appris le sens commun. L'école nous a appris la compétition plutôt que la coopétition. L'école nous a appris l'excellence individuelle plutôt que l'excellence collective. L'école nous a appris la réussite individuelle plutôt que la réussite commune. Non seulement l'école, mais la religion. La religion nous dit le salut est personnel. Jésus viendra me chercher moi et laissera mes enfants. Jésus viendra me chercher moi et laissera mon mari. Jésus viendra me chercher moi et laissera mes frères et sœurs. Donc, je me bats individuellement pour rentrer dans le paradis seul parce que le salut est personnel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce que nous avons appris. Alors, chacun se bat pour soi et on dit, Dieu reconnaîtra les siens. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette mentalité individualiste-là, les amis, c'est un poison. Maintenant que nous avons regardé les choses à partir de nous-mêmes, maintenant que nous avons regardé les choses, n'est-ce pas, du point de vue endogène, donc les facteurs endogènes, on ne peut ignorer les facteurs exogènes. La géopolitique, les États-Unis, le Canada, la France, ces pays qui constituent, si vous voulez, une trilogie infernale, eh bien, tout ce qu'ils font, les États-Unis, le Canada et la France, c'est d'exploiter nos défauts. Quels sont ces défauts? L'Haïtien va placer ses intérêts personnels aux dépens des intérêts collectifs. Donc l'Américain va te dire, regarde, moi je vais t'offrir le poste de président tel que Clinton l'a fait pour Michel Martelly. Même si tu n'es pas élu, ce n'est pas grave. Même si tu es citoyen américain et que la constitution haïtienne t'interdit, n'est-ce pas, le poste de président, ce n'est pas grave. Je vais te nommer président pourvu que tu permettes à la compagnie du frère de ma femme de faire de grosses affaires dans l'exploitation des mines. Et donc, Michel Martelly va placer son désir de s'enrichir personnellement, son désir d'enrichir sa famille au-delà des intérêts collectifs. Il ne peut pas refuser une telle offre, il va être riche. Un Jean-Max Bellerive va choisir ses intérêts personnels qui consistent à détourner l'argent de la commission intérimaire de la reconstruction d'Haïti, co-présidée par lui et Clinton, deux voleurs. Imaginez aujourd'hui, Bellerive siège justement sur le conseil d'administration de CVS Mining, cette compagnie qui appartenait à Feu, le frère de Hillary Clinton. Eh bien,
D'où est venue cette connivence entre Jean-Max Bellerive et Bill Clinton? Les deux ont détourné les fonds de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Donc Bellerive a choisi, là encore, ses intérêts personnels aux dépens des intérêts collectifs. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Oui, vous êtes millionnaire, vous avez 2, 3 millions, 10 millions dans un compte personnel, vous voyez. Quand le blanc décide de se refaire une image, qu'est-ce qu'il fait? Il gèle vos comptes. Ils nous ont entendus. Lorsque la semaine dernière, nous avons dit que toute cette affaire de sanctions était une affaire de bluff, parce que si les sanctions ne sont suivies d'actions, si les sanctions ne sont suivies de gel de compte, si les sanctions ne sont suivies de saisie de biens personnels, ça ne donne rien, comme par hasard. Comme par hasard, nous avons appris que les biens de C1 sont saisis. Nous avons appris que les banques en Haïti, en particulier, sont en train de fermer les comptes de ceux qui sont sanctionnés. Mais vous réalisez cela? Si vous aviez placé les intérêts collectifs au-delà de vos intérêts individuels, vous continueriez à vivre décemment. Mais votre collectivité, elle aussi vivrait décemment. Et le même blanc qui vous avait placé là, le même blanc qui vous avait corrompu, qui vous avait encouragé dans votre corruption, ne pourrait pas se permettre aujourd'hui de vous sanctionner, car il n'aurait rien à vous reprocher sinon que votre patriotisme. Donc vous voyez, Michel Martelly, vous avez volé pour vous et pour le blanc. Vous avez accepté de vous laisser placer à la tête d'un pouvoir usurpant ainsi un titre qui ne vous appartenait pas. Vous avez placé les fonds chez les Blancs et aujourd'hui, c'est ce même Blanc qui vous sanctionne en disant ce que nous savions déjà, que vous avez détourné des fonds, que vous avez armé des gangs pour vous maintenir au pouvoir. Il y a aussi des facteurs exogènes et je voudrais, dans cette dernière partie de l'émission, en parler. Car ce serait injuste de ma part que de blâmer seulement l'Haïtien sans regarder le voisin américain qui a toujours exploité nos faiblesses, qui a toujours exploité cette vulnérabilité pour faire avancer son agenda à lui chez nous au détriment des intérêts de notre nation. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Ce serait donc injuste de ma part que de regarder la problématique haïtienne du point de vue des causes endogènes sans considérer les facteurs exogènes. Car il y a des facteurs exogènes qu'on appelle la géopolitique. Bien avant l'indépendance de ce pays et même après son indépendance, et précisément depuis son indépendance, les États-Unis ont choisi de faire de ce pays leur poubelle. Ils ont jeté leurs déchets toxiques chez nous et ils ne nous ont jamais laissé la chance de choisir nous-mêmes notre destin. Ils n'auraient pas réussi. N'étaient les vulnérabilités que j'ai pointées du doigt tout à l'heure. C'est-à-dire, les États-Unis, la France, le Canada n'auraient pas réussi à nous garder comme ça en otage s'ils ne trouvaient le prétexte de notre égoïsme, s'ils ne trouvaient le prétexte qui consiste à placer nos intérêts individuels sur nos intérêts collectifs.
Pour l'instant, nous avons deux paramètres. Les paramètres endogènes sur lesquels nous pouvons travailler et sur lesquels nous devons travailler, et les paramètres exogènes. Comment faire pour nous sortir de l'étau des États-Unis? Comment faire pour sortir de l'étau du Canada? Comment faire pour sortir de l'étau de la France? D'abord, c'est en leur montrant que nous comprenons le jeu. Ne pensez pas que le problème d'insécurité en Haïti est étrangère à la volonté des États-Unis, du Canada et de la France de nous maintenir en coupe réglée. Hein? Ne pensez pas que le problème de la malgouvernance haïtienne est étrangère aux États-Unis, au Canada et à la France, qui se servent justement de cela pour nous entrer dans la gorge des gens sans foi ni loi. Mais pour pouvoir sortir de l'étau dans lequel nous tient ces trois pays mafieux, les États-Unis, le Canada et la France, que je dénonce, il nous faut dire, écoutez, il n'aurait aucune prise sur nous si nous apprenions à placer nos intérêts collectifs au-delà de nos intérêts individuels. Une fois que nous aurons placé nos intérêts collectifs avant nos intérêts individuels, nous allons pouvoir regarder l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de la France, pour leur dire de s'occuper de leurs affaires, car nous voulons nous-mêmes choisir nos dirigeants. Nous voulons nous-mêmes choisir notre transition. Nous voulons nous-mêmes trouver une solution à notre propre crise. Mais avant que nous n'en arrivions là, nous devons commencer par nous dire, ce qui nous est arrivé là, c'est notre faute, parce que nous avons placé nos intérêts individuels au-delà de nos intérêts collectifs. En terminant, je disais à quelques amis qui m'ont fait remarquer, regardez, fils aimé, le problème de sécurité s'est à ce point aggravé que la police haïtienne ne peut s'en sortir seule. Ça, je ne l'ai jamais nié. Mais diable, aux Nations Unies, il y a quelque chose comme 180 nations, sinon plus. Pourquoi voulez-vous que ce soit forcément les États-Unis et le Canada qui viennent en aide à notre police nationale? N'y a-t-il pas d'autres nations? N'y a-t-il pas d'autres États, en particulier des nations avec lesquelles nous partageons la même problématique, qui seraient mieux en mesure de nous aider, d'autant que ces nations-là ne nous ont pas fait 4 coups d'État depuis 2004, exemple. Donc, ce que je refuse, c'est la soi-disant aide des États-Unis. Ce que je refuse, c'est la prétendue coopération du Canada et de la France. C'est de la frime, tout ça. Mais je ne nie pas que la police haïtienne soit en difficulté. Je plaide pour une coopération avec des pays africains. Tenez justement, je sais que ça va provoquer. Pourquoi ne pas demander l'aide de la Chine et de la Russie? En tout cas, la Chine et la Russie ne nous ont pas encore foutu des coups d'État. La Chine et la Russie ne nous ont pas fait des bébés qu'on appelle des bébés de la MINUSTAH. Les soldats du Canada, les soldats des États-Unis, les soldats de la MINUSTAH qui ont mis enceinte nos femmes en Haïti et qui donnent des bébés qui aujourd'hui se retrouvent sans parents. En tout cas, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, ce ne sont pas les pays africains qui nous ont fait ça. Pourquoi ne pas solliciter leur aide? Alors vous dites, ah oui, mais les États-Unis n'accepteront jamais parce que c'est une question géopolitique. Non, moi je vous dirais, c'est une question d'autodétermination des peuples. N'est-ce pas précisément pour cela que le Canada, les États-Unis, la France, bref, les pays occidentaux soutiennent l'Ukraine? Ils ont dit l'Ukraine a le droit de se tourner vers le bloc qui lui plaît au nom de la détermination, au nom de l'autodétermination des peuples. Pourquoi moi je n'aurais pas le droit de solliciter de la coopération d'un pays africain? Pourquoi je n'aurais pas le droit de solliciter la coopération d'un pays comme la Chine ou la Russie? En tout cas, ma position est claire. Oui, la police haïtienne a besoin d'aide. Mais l'aide ne viendra jamais du Canada. L'aide ne doit pas venir des États-Unis. L'aide ne doit pas venir de la France parce que ces 3 pays nous ont baisés, continuent de nous baiser.
Si aux Nations Unies, il y a quelque chose comme 180 nations et plus, pourquoi nous, comme Haïtiens, sommes-nous condamnés à quémander l'aide des Américains? Nous ne voulons pas de leur foutue aide. Pourquoi sommes-nous condamnés à demander l'intervention canadienne? Le Canada qui nous a déjà envoyé une armée de pédophiles. Non, 1000 fois non. Il y a des pays africains qui sont prêts à nous venir en aide. La Chine et la Russie sont prêtes à nous venir en aide. Pourquoi l'autodétermination des peuples existe pour les Ukrainiens aux yeux bleus et on nous la refuserait? Voilà la véritable question, les amis. Donc oui, la police haïtienne a besoin d'aide, elle a besoin d'appui, elle a besoin de coopération pour en finir avec les gangs armés. Mais je m'oppose de toutes mes forces à ce que cette aide vienne du Canada, des États-Unis et de la France. Non. Vous m'avez eu une première fois. Vous m'avez eu une deuxième fois. Vous m'avez eu 10 fois. Vous en êtes à votre 10e mission au pays. Qu'est-ce que ça a donné? 0. Alors restez chez vous. Envoyez votre aide en Ukraine. Et laissez-nous le droit de réclamer la coopération d'autres pays qui ne nous ont pas encore baisés. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui a suscité de la réflexion en vous. Je vous souhaite une bonne semaine. En ce mois de décembre, je nous souhaite de nous regarder en face pour nous dire les vraies affaires. Et que, comprenant notre problématique, nous puissions nous relancer pour l'année 2023. Ne soyez pas découragés. Nous sommes indestructibles. Ne soyez pas découragés, chers amis. Nous sommes invincibles. 200 ans dans la vie d'un peuple, c'est rien. D'autres peuples ont commis des erreurs. D'autres peuples se sont égarés avant de trouver leur voie. Nous avons le droit, nous aussi, de nous tromper. Ne l'oublions pas. La problématique haïtienne se résume en une phrase. Nous avons choisi de nous inscrire dans un destin individuel plutôt que dans un destin collectif. Changeons cela. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.